Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April et aujourd'hui je vais vous tourner une deuxième vidéo pour vous parler de mes passions. Alors en ces temps un peu particuliers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme physiquement et moralement. Moi j'ai eu un peu de mal à m'adapter avec les nombreux rebondissements de ces derniers jours et j'étais très fatiguée. Et là je commence tout juste à aller un peu mieux. Donc voilà, j'en profite pour vous tourner une nouvelle vidéo qui peut-être vous changera les idées, je l'espère, pour vous parler de mes passions. Alors c'est très personnel, hein, c'est un peu centré sur moi, mais bon, c'est pour vous donner un exemple de ce que peuvent être les passions chez les personnes neuroatypiques, autistes, comment elles vivent leurs passions, etc. Peut-être que vous vous reconnaîtrez là-dedans. Donc j'avais déjà fait une première vidéo pour vous parler de ces intérêts qui pouvaient devenir excessifs dont l'intensité était trop élevée et qui parfois même outrepassait le sens du réel, quoi, qui devenait presque un fantasme ou quelque chose d'irréalisable. Voilà, alors maintenant je vais vous parler de ce que vraiment je considère comme mes passions. Elles sont trois: il y a la littérature, il y a les voyages et il y a la danse. Alors dans la littérature, il y a à la fois la lecture et l'écriture, et dans l'écriture, il y a à la fois l'écriture de l'intime, c'est-à-dire me raconter, donc tout ce qui est journaux intimes, et aussi d'écrire le monde à travers des œuvres de fiction. Voilà, alors je vais commencer par l'écriture puisque ça a été ma première passion, voilà, à tout point de vue, puisqu'elle est apparue à 8 ans en même temps que la découverte de la musique, comme quoi je me demande si les deux n'étaient pas liés. La découverte d'une certaine profondeur, peut-être, d'une certaine quête de sens et d'émotions à canaliser ou à faire s'exprimer. Je ne sais pas. Donc l'écriture pour moi, je le prends vraiment comme une remédiation dans le sens où ça me permet vraiment de remettre de l'ordre dans ma tête. Voilà, alors si je prends l'exemple du journal intime, c'est vraiment trier ce qui s'est passé et remettre de la cohérence et remettre du sens. Donc quand je vis une situation, parfois il y a tellement de choses qui se passent à différents niveaux que j'ai du mal à comprendre vraiment ce qui m'est arrivé, à comprendre vraiment ce qu'il a voulu dire, à comprendre vraiment ce que j'aurais dû faire, ce que j'aurais dû dire, etc. Et je suis parfois un peu comme sonnée par la situation et j'ai du mal à m'adapter voilà, en temps réel. Donc, et aussi à comprendre en temps réel ce que les autres attendent de moi ou voilà. Donc dans ces cas-là, c'est vrai que l'écriture du journal est vraiment très commode parce que ça me permet de reprendre calmement les choses point par point, de vraiment décortiquer la situation de manière factuelle et aussi de décortiquer mon ressenti. Parce que chez moi, il y a les deux, parfois il y a une incompréhension au niveau de l'accumulation des situations et une incompréhension intérieure de ce que je ressens et aussi de ce que l'autre ressent ou de son point de vue ou de ses pensées, voilà. C'est un peu tout le souci des autistes. Donc du coup d'écrire, ça me permet, sans forcément aller dans la vérité, mais en tout cas d'avoir quelques pistes. Et en tout cas de pouvoir aussi me protéger si jamais en fait moi j'ai voulu dire une chose qui a été mal reçue, mal interprétée, bah, de pouvoir remettre les choses dans l'ordre clairement et comme ça de pouvoir anticiper pour la prochaine interaction sociale avec la personne ou la prochaine situation, pouvoir me dire ok, je sais ce que je veux faire parce que je l'ai écrit et je sais, voilà, je sais où j'en suis au niveau émotionnel ou au niveau factuel. Voilà. Pour les œuvres de fiction, on va dire que c'est vraiment déjà transformer mon vécu et pour le transformer et en faire quelque chose de positif, notamment quand il y a des histoires, quand il y a du vécu douloureux, voilà, c'est faire une sorte de presque de pied de nez au vécu douloureux que j'ai en faisant quelque chose de beau, quelque chose d'artistique, quelque chose de créatif et puis qui puisse, je sais pas moi, me servir comme une sorte de leçon que je pourrais utiliser plus tard, enfin je pourrais relire ce que j'ai écrit et me dire tiens ça tu l'as déjà vécu, tu vois comment ça s'est passé, évite de recommencer cette situation. Voilà, donc c'est vrai que les textes que j'ai écrits, j'en écris beaucoup et parfois je me pose des questions et je me rends pas compte qu'en fait ces questions je me les suis déjà posées à 13, à 16, à 20 ans et j'ai déjà essayé d'apporter des réponses. Il y a vraiment quelque chose de cyclique et voilà, je trouve ça toujours intéressant de relire les textes que j'ai écrits plus jeunes parce que je suis toujours étonnée aussi, j'ai tendance à me dévaloriser et à me dire que ce que j'écris quand j'étais enfant ça valait rien. Et en fait je suis toujours étonnée de voir que ça m'apporte quand même des réponses et je suis aussi étonnée de voir la qualité de ce que j'ai écrit, voilà. Et que parfois c'est pas forcément une question
C'est pas parce que je grandis, que je vieillis, que j'ai plus d'expérience, que j'ai plus lu, que je suis forcément meilleure autrice. Au contraire, je crois que vraiment ça dépend de la situation. Donc ça c'est pour l'écriture. Les autres fonctions de l'écriture, c'est aussi que moi je suis une véritable éponge émotionnelle, que j'ai tendance à éponger les émotions de mes proches, les émotions de mes collègues, les émotions de mes élèves, les émotions des passants dont je croise le regard malheureusement dans la rue. Et donc tout ça, à un moment donné, ça crée un point de non-retour où j'en peux plus, hein, parce que là, la crue ça va déborder. Et donc l'écriture, c'est aussi bien commode pour ça, parce que ça me permet de tout lâcher sur le papier et d'extérioriser en fait tout ce flux d'émotions que j'ai en continu. Voilà, il y a aussi la question de l'espace, qui est un concept intéressant, surtout en ces temps de confinement. Voilà, si ça peut vous aider, vous pouvez vous dire que l'écriture, c'est vous donner un espace. Enfin moi, c'est en tout cas, je crois, la fonction la plus peut-être riche que j'ai donnée à l'écriture, c'est que quand j'écris, je me donne un espace dans lequel je peux être qui je suis librement. Et cet espace, c'est aussi moi qui le contrôle, donc c'est très rassurant, c'est très sécurisant. C'est moi qui décide de ses contours, c'est moi qui décide des paysages que je veux traverser, des personnes que je veux rencontrer et du type d'interaction que je veux avoir avec ces personnes. Et c'est moi qui décide de l'histoire, du début, de la fin, donc il y a quelque chose aussi de solide, c'est concret. On l'écrit sur une feuille et ensuite la feuille, on peut la lire, la toucher, la sentir. C'est pas des émotions, c'est pas des pensées qui arrivent comme ça à toute vitesse et qui repartent ensuite et que je n'arrive pas à ranger à temps et à saisir à temps quand elles sont en plein vol. Voilà, donc il y a une fonction vraiment de sécurité, une fonction aussi de élargir les murs pour me faire respirer. Et voilà, pour me donner un espace où je suis libre, parce que sans doute que dans le monde tel qu'il est fait, tel qu'il est construit et conçu et appréhendé, je ne me sens pas totalement libre, je ne me sens pas totalement moi-même. Il y a des résistances, il y a des tensions, il y a des dilemmes intérieurs qui me fatiguent, qui font que je me fais violence en permanence pour tenter de m'adapter aux règles du jeu. Ces règles du jeu qui me fatiguent et qui me coûtent beaucoup. Voilà, alors que quand j'écris, j'ai vraiment l'impression d'être dans mon centre, d'être moi-même, pleinement moi-même, que c'est totalement sain, c'est un cercle vertueux, que c'est une fatigue, mais c'est une fatigue, bon, c'est vrai que c'est une fatigue intellectuelle et que c'est très coûteux cognitivement d'écrire, mais en même temps, je dirais que c'est aussi une bonne fatigue. Voilà, et puis dans l'écriture, c'est pas c'est intellectuel, mais c'est pas que intellectuel. Pour moi, c'est aussi charnel. Il y a le rapport au corps. Il y a une physicalité dans l'écriture qui c'est un engagement intellectuel, un engagement physique, parce qu'on doit tenir sur la durée son texte. Et en même temps, il y a quelque chose aussi de spirituel. On se donne du sens, on donne du sens au monde. On éclaire le monde de nouvelles descriptions, de nouveaux assemblages avec les mots. Donc là encore, on ouvre des espaces. C'est comme la poésie. La poésie, c'est ça, c'est un espace où on crée une langue en fait. Et cette langue, elle va révéler des choses parce que quand on ne nomme pas, ça n'existe pas. Donc là encore, la poésie, c'est un peu comme dévoiler un secret sur le monde. Et moi, j'adore essayer de manier les mots pour voilà, révéler de nouvelles choses. Aussi au niveau émotionnel, toutes les subtilités des émotions. En français, on a une langue qui est très riche, on a de la chance, c'est pas le cas de toutes les langues. Au niveau émotionnel, on a plein de nuances, d'adjectifs, mais quand bien même, j'ai l'impression que ça suffirait pas à tout dire. Et voilà, et moi je suis toujours en train d'essayer de rechercher à travers les mots mes émotions, la justesse de ces émotions, la précision de ces émotions. Voilà, dernier onglet pour parler de l'écriture, c'est que le souci que j'ai avec l'écriture, malgré toutes ces belles vertus, c'est que ce ne sont pas des mots qui ont pour fonction d'être compris de l'extérieur. C'est-à-dire que je peux écrire un texte qui ne sera compris que de moi-même. Je ne me sens pas obligée de donner tous les détails. Alors avec le temps, je m'assagis et je comprends mieux les règles du jeu de l'écriture, parce que dans l'écriture, il y a aussi des règles, hein, il y a aussi une pragmatique, il y a aussi la syntaxe, il y a aussi l'orthographe. Bon, il faut quand même un petit peu s'y accommoder. Mais quand j'étais plus jeune, je pouvais très bien écrire un texte, par exemple,
et sans nommer le personnage, sans le décrire. Et dans ma tête, je savais que le personnage s'appelait Maria, elle avait 28 ans et elle était blonde, mais je n'étais pas forcément de le dire clairement, vous voyez, puisqu'il y avait que moi qui le lisais. Donc du coup, ça pouvait créer, et forcément, à cause de ça, bah, quand j'essayais de le faire lire un peu aux autres, ils comprenaient pas du tout. Parce que toutes les notions n'avaient pas été mises, toutes les notions pour comprendre clairement, explicitement. Le texte n'avait pas été dévoilé, n'avait pas été écrite. Voilà, c'est pour vous dire que cette écriture, elle est quand même très auto-centrée. Elle a une fonction réparatrice, cathartique, spatiale. Elle est spatiale, l'écriture chez moi. Mais en même temps, bon voilà, si je veux un peu m'ouvrir aux autres à travers l'écriture, c'est manqué quoi. Il faut encore que je travaille sur le lien à l'autre à travers l'écriture. Et puis moi, j'ai toujours eu un souci, c'est que quand j'écris, je ne vis pas. Mais quand je vis, j'ai envie d'écrire. Et donc, je suis toujours dans ce dilemme. J'essaie de trouver des solutions, mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors la lecture qui va avec l'écriture, que j'ai découvert plus tard, notamment alors, au lycée avec mes études de lettres, enfin avec la filière littéraire, et la lecture, elle a vraiment une notion compréhension du monde. Comprendre le monde dans lequel je vis, comprendre les psychologies, la psychologie des personnages, la psychologie d'une époque, la psychologie d'une classe d'âge, d'une classe sociale. Donc c'est vraiment me comprendre à travers les émotions des personnages, me dire ah oui tiens moi aussi je pense comme ça, ah oui tiens moi aussi je suis comme ça, ou alors me dire ah bah c'est exactement ce que je ressens, cette phrase là elle fait sens pour moi. Ou alors parfois pour les autres me dire tiens cette personne, ce personnage me fait penser à telle personne, peut-être que il est comme un peu le personnage, du coup ça me donne un peu des pistes. Donc voilà, c'est cette idée de comprendre. Ensuite, c'est cette idée de canaliser mes émotions et mon énergie à travers la lecture, puisque moi je crois que tout est affaire de canaliser, de réguler. Réguler mes émotions, réguler mon énergie, réguler mon stress, réguler je sais pas, tout, en fait, tout canaliser. Donc la lecture, ça me donne un fil conducteur. Je suis ce chemin qui est le chemin qui est le flux des mots que l'on m'offre. Et même si même si je décroche, même si je pars de côté, même si je pars dans mes pensées, et ben j'ai toujours l'histoire principale à laquelle je peux me raccrocher. Et ça, c'est rassurant. Voilà, donc c'est vrai que ça me permet aussi d'éviter de penser à 10 000 choses à la fois, à me stresser, à me bloquer dans l'action, parce que du coup, je sais plus par où commencer. Donc parfois, ça a aussi une vertu presque méditative. La lecture, c'est rentrer un peu en transe, c'est rentrer un peu dans un état où voilà, où je suis un peu dans l'instant présent, je suis un peu dans le ressenti du texte, dans le ressenti de l'histoire qui se développe dans ma tête au fur et à mesure des chapitres. Et donc je suis plus dans mes soucis, je suis plus dans le futur et je ne suis plus dans le passé. Parce que j'ai aussi un souci avec le temps. Donc moi je suis en recherche d'espace. L'espace c'est primordial pour moi. Mais le temps est aussi intéressant que l'espace dans le sens où pour moi le temps est, on va dire, cyclique et il n'est pas linéaire. Il n'y a pas le passé, le présent et le futur. Il y a le présent et dans le présent, il y a le futur qui est dans le présent. Le futur est déjà présent. J'y pense déjà dans ma tête. Et du coup, ça me donne cette impatience, ça me donne cette impulsivité parfois, ça me donne cette difficulté à faire étape par étape, à patienter que mon travail porte ses fruits, à vite me décourager, à vite être démunie ou déçue. Voilà, donc le rapport au futur, il est très proche et le passé, il est toujours en résonance avec le présent. Le présent est en train de me faire revivre le passé. Le présent, notamment à travers la musique, il me replonge dans des émotions du passé. Et ces émotions, elles vont peut-être nourrir mon futur, qui est dans le présent. Donc vous pouvez constater que c'est un peu compliqué tout ça pour moi. Et voilà, et moi j'ai du mal quand on me dit le futur c'est dans longtemps, le passé c'est passé, on n'en parle plus. Bah non, parce que pour moi tout se rejoue en permanence. Le passé je le revis. J'ai même l'impression qu'il y a des années qui ressemblent à des années que j'ai vécues à 8 ans, que j'ai vécues à 15 ans, que j'ai vécues à 20 ans. Et que mon futur il serait que en résonance avec mon passé. Enfin voilà, et avec le présent qui est nourri du passé. Donc c'est un petit peu compliqué, néanmoins ça donne une certaine richesse intérieure, c'est sûr, de réflexion et d'émotion, mais c'est un peu beaucoup. Donc la lecture c'est bien parce qu'on suit l'histoire. Et voilà, et on utilise ces émotions, et là encore c'est cathartique, on se purge de toutes ces émotions,
et on se focalise sur une chose. Voilà. Alors, ensuite, je voulais parler de mes deux autres passions, les voyages. Donc, le voyage, j'ai commencé à 20 ans à voyager seule à travers une association qui donnait des bourses de voyage. Cette association, elle s'appelle l'association Zelidja, si vous voulez aller regarder, si vous êtes intéressé, c'est vraiment passionnant le concept de cette association. Moi, je suis extrêmement reconnaissante d'avoir pu voyager grâce à eux parce que à cette époque-là, j'avais pas les moyens, je ne savais pas comment faire, j'étais démunie justement par rapport aux étapes à faire, construire un projet. J'ai pu, grâce à cette association, réaliser mon rêve de voyager et j'ai jamais arrêté de voyager en fait. C'était vraiment une évidence pour moi à partir de 20 ans. Alors voyager, pourquoi? Parce que là encore, c'est un espace. Voyager, c'est m'offrir un espace, mais l'espace, il n'est plus intérieur cette fois. Il n'est plus l'espace littéraire, l'espace de la fiction, c'est un espace réel. C'est un espace dans lequel il y a une physicalité réelle, puisque je marche dans cet espace, je vois des choses, je sens des choses, je goûte à des nouvelles choses, et tout ça, c'est aussi, du coup, faire appel à mes sens, c'est aussi utiliser mes émotions qui sont liées à des souvenirs. Donc il y a aussi des résonances avec mon passé à travers les émotions que je vis en voyage. Il y a des rencontres, beaucoup de rencontres. Alors, j'ai une théorie intéressante par rapport au voyage. Pourquoi les personnes neuroatypiques se sentent mieux en voyage? Enfin, j'ai l'impression, enfin moi c'est mon cas. Eh bien parce qu'en voyage, il y a une égalité qui n'est pas là quand on est dans notre pays. Alors que dans notre pays, on est censé s'adapter parce qu'on connaît les règles. On est censé les connaître vu qu'on vit dans ce pays, les règles implicites. Quand on est en voyage, il y a une tolérance du fait qu'on n'est pas censé connaître ces règles parce qu'on est étranger. Et du coup, comme on est étranger, eh bien on est tous à égalité. On ne connaît pas le pays que l'on va visiter. Et comme on ne le connaît pas, il y a aussi plus de tolérance de la part des autres, plus de respect et plus d'accompagnement ou en tout cas de bienveillance et d'aide et de soutien de la part des habitants. Il y a aussi de la part des voyageurs une certaine égalité, je trouve. À voyager, on est tous dans un sentiment du voyage, on est tous loin de chez nous, enfin plus ou moins loin. Et je trouve qu'il y a une solidarité, il y a une égalité dans le ressenti. On se sent étranger, mais on est à l'étranger. Quand on est dans notre pays, on se sent étranger dans notre pays. Donc forcément que c'est beaucoup plus douloureux et difficile et qu'il n'y a pas cette même tolérance, il n'y a pas cette même bienveillance parce qu'on est censé connaître les règles du jeu, on est né dans ce pays. Mais en fait on les connaît pas vraiment. Les implicites, on les maîtrise pas, c'est confus. Alors qu'à l'étranger finalement on est presque valorisé et je trouve aussi qu'on a tellement l'habitude de tout intellectualiser, de tout anticiper, d'être dans cet état d'hyper-vigilance dans notre pays, que quand on est à l'étranger, on est presque favorisé parce qu'on a l'habitude. On sait où chercher les infos, on a l'habitude, parce qu'on est toujours en train d'anticiper, de stresser. Donc finalement, on est presque moins démuni que quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se sentir vulnérable, qui n'a pas l'habitude de se sentir décentré, de se sentir exclu de fait, c'est-à-dire étranger, on va dire, voilà pour simplifier, qui n'a pas l'habitude. Nous, on a cette habitude, on a ce sentiment depuis l'enfance, ce sentiment d'être étranger aux autres et ce sentiment même d'être étranger à soi-même. Et je dirais même que quand on est à l'étranger, on n'est plus étranger à soi-même. En fait, on se redécouvre. Moi, j'ai appris à me découvrir à l'étranger et à m'aimer aussi à travers le regard des autres et leur bienveillance et leur accueil, mais aussi à travers ce que je constatais de moi-même à l'étranger. Que j'étais tout à fait capable, qu'en fait je savais ce qu'il fallait que je fasse, que finalement c'était pas si compliqué, etc. etc. Voilà, bien sûr qu'il y a aussi une vraie liberté dans le voyage, il y a une vraie douceur dans le voyage, il y a beaucoup d'imprévus aussi, donc c'est vrai que c'est violent, mais finalement ces imprévus on les vit aussi en France, moi je pense, hein, on les vit aussi sans cesse, regardez là le confinement c'est aussi que des imprévus. Donc finalement, est-ce que moi je préfère vivre des imprévus mais en ayant aussi ce plaisir de découvrir, d'apprendre, de m'enrichir, de partager, de devenir encore plus informée sur toutes les cultures, etc. Je crois que je préfère ces imprévus-là. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Moi, c'est aussi à l'étranger que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans les répétitions, dans la recherche de routine.
Parce que quand j'arrivais dans une capitale, eh bien j'allais toujours dans le même café et je répétais, je répétais, je répétais. Et je prenais toujours le même café, enfin la même boisson chaude et je m'asseyais toujours à la même place. Et ça aussi je m'en suis rendu compte à l'étranger et donc ça m'a aussi révélé des choses à moi-même. J'ai commencé un peu à cheminer sur moi-même à l'étranger. Voilà, pour finir sur l'étranger, moi j'ai aussi beaucoup aimé voyager dans des zones reculées où il y avait peu de touristes. Par exemple, mon premier voyage, je suis partie au Sri Lanka. Le Sri Lanka, à ce jour, enfin à l'époque où je suis partie, sortait d'une guerre civile assez violente de 30 ans. Donc il y avait très très peu de touristes et moi je suis allée là-bas. Et évidemment, moi, en bonne Asperger, qu'est-ce que je fais? Je veux faire, donc je fais toutes les régions de l'île, étape par étape. Voilà, c'est très carré. Il fallait qu'aucune région ne soit laissée au hasard. Et voilà, c'était vraiment la recherche d'une unité, de quelque chose de sécurisant où je puisse faire le tour de la question, là encore, le besoin d'exhaustivité. Voilà, et pour finir, alors je pourrais en parler pendant des heures, hein, mais vraiment c'est passionnant, je trouve, les passions. Et j'aimerais bien que si vous voulez me faire partager vos passions, ce serait avec plaisir. Donc voilà, il y a cet espace intérieur, cet espace réel où en fait on se rend compte qu'on est prisonnier de soi-même et qu'on est, on est conditionné parce que quand on revient en France, à chaque fois moi que je revenais, je retombais dans une anxiété sociale, une anxiété, une angoisse palpable, un mal-être que j'avais plus du tout quand j'étais à l'étranger, ou en tout cas qui disparaissait progressivement au fur et à mesure du temps passé à l'étranger. Voilà, et c'est un peu triste parce que je me dis finalement je serai jamais vraiment heureuse que en partant à l'étranger. Mais bon, c'est comme ça. Et pour finir, alors oui, les voyages, c'est une remédiation aussi parce que ça me permet d'apprendre plein de choses aussi. Et comme il y avait moins cette anxiété parce que j'étais plus à l'aise, bah, j'ai aussi appris à faire plus de choses en fait, à développer des compétences. Donc notamment des compétences sociales, des compétences de langage, des connaissances intellectuelles. Je me rappelle aussi qu'avant de commencer à voyager, j'étais très 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 anxieuse d'aller dans les commerces en France. Et en fait, quand j'étais seule, j'avais pas le choix. Hein. Si je voulais me nourrir, il fallait que j'aille dans un supermarché ou au restaurant ou dans un bar. Donc en fait, à force de le faire et à force de me rendre compte que j'étais capable de le faire et tout, et ben quand je suis rentrée en France après plusieurs voyages, j'étais beaucoup moins anxieuse de parler dans les commerces. Et aujourd'hui, je peux avoir parfois très peur et je peux parfois éviter de le faire, mais on va dire que c'est 50-50. Il y a des moments où j'ai plus peur et où je suis capable de le faire. Voilà, et donc ça je pense que c'est grâce au voyage, que c'est grâce à l'habitude que j'ai prise au voyage. Je ferme la parenthèse. Et la dernière passion que j'ai, c'est la danse. Donc là j'ai commencé la danse assez tard, enfin j'avais fait de la danse petite et ado, donc on va dire une dizaine d'années, puis j'ai arrêté pendant mes études pour me focaliser juste sur la lecture et l'écriture, parce que là encore c'était assez obsessionnel. D'ailleurs, si on a le temps, je vous dirai pourquoi après. Et dans la danse, donc j'ai repris à 25 ans, je crois, 24-25 ans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'ai fait un cours, et puis ça m'a plu. Et donc j'ai fait 2 cours, et puis j'ai fait 3 cours, et puis j'ai fait 4 cours. Et en fait, je me suis retrouvée, c'est pour ça que je vous parle d'intensité, à une année, c'était il y a 2 ans, la même année où je faisais les études d'histoire de l'art comme une folle. J'avais 4 heures de cours de danse par semaine parce qu'en fait j'étais tellement passionnée que je pouvais plus m'arrêter et que voilà, je pouvais pas renoncer au classique et en même temps je voulais faire du modern jazz et en même temps je voulais faire de la barre au sol et en même temps c'était pas la même école, du coup je faisais 2 cours de classique différents, barre au sol et modern jazz. Voilà, donc c'était du délire. Alors pourquoi c'est une remédiation pour moi la danse? Parce qu'en fait c'est le langage du corps. La danse c'est un langage clair où il n'y a pas d'implicite parce que le corps il ne ment pas. Quand on danse, on est sincère. Ou alors, si qu'on vit pas le truc à moitié, c'est qu'on vit le truc à moitié et du coup, on prend moins de plaisir. Mais il y a vraiment, je trouve, quelque chose aussi qui est clair, qui est évident et qui est beau et qui fait appel aussi aux émotions là encore et quelque chose de physique. Mais c'est pas les conversations où on comprend pas, où on sait jamais ce que l'autre veut dire, où on a peur d'avoir mal compris, et on sait pas quoi dire, et puis on a peur que l'autre le prenne mal, et puis on a peur qu'il comprenne pas bien. Quand on danse, voilà, on suit la chorégraphie, mais cette chorégraphie, on peut en fait la faire sienne avec son histoire, l'histoire qui est marquée sur notre corps, parce que le corps porte aussi notre histoire, je pense, porte aussi notre vécu. Voilà, donc pour moi c'est une vraie libération d'avoir commencé la danse et en plus c'est aussi une remédiation par rapport à l'espace là encore parce que
danser, c'est danser dans un espace, donc c'est être soi dans un espace donné et c'est être dans un espace avec d'autres. Et donc c'est aussi se placer par rapport aux autres, donc s'imposer par le corps, ou en tout cas se laisser une place dans un espace qu'on partage avec d'autres. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un challenge pour moi qui est vraiment tendance à fuir les espaces sociaux où il y a pas mal de monde, qui a toujours une sorte de sueur froide quand elle arrive en salle des professeurs et qu'elle voit plus de 15 collègues. Moi, voilà, je parle à la troisième personne, mais c'est moi. Quand je suis dans un cours de danse, je pense que le nombre ne me gêne pas et que j'ai vraiment l'impression d'être dans ma bulle. Et il y a aussi quelque chose de méditatif. On suit une ligne, une direction qui est celle de la chorégraphie. Donc c'est rassurant, on est canalisé, enfin moi je me sens canalisée. Et en même temps, oui, c'est aussi très personnel parce que chacun danse selon ses capacités, selon sa fatigue du moment. Donc c'est aussi se connaître aussi. Parce qu'il y a des moments où en fait la danse c'est très révélateur pour moi. Il y a des moments où je crois que je suis très en forme et j'arrive au cours de danse et en fait je suis hyper fatiguée. Et c'est là en fait la danse c'est un peu comment on dit, le révélateur hein, de mon émotion du moment ou de ma fatigue. Donc parfois je crois que je suis épuisée puis en fait c'est que nerveux et quand j'arrive en cours de danse en fait j'ai trop la patate et ça se passe super bien. Donc là du coup ça m'enlève tout le stress nerveux et parfois au contraire en fait je suis épuisée je suis pas en forme et je me rends pas compte. Donc voilà, c'est aussi un bon indicateur quand on a du mal à se sonder et à savoir un peu où on est en termes de santé. Voilà, et donc c'est ça que je voulais dire hein, pour finir, c'est que je libère en fait là encore de l'espace, j'aide mon corps qui trouve sa propre voie, son propre chemin et dans un langage physique, corporel qui est égalitaire là encore comme au voyage où il n'y a pas d'implicite, où il n'y a pas de non-dit, etc. dans la communication. Voilà, mais vous pouvez aussi constater qu'il y avait une forme d'intensité dans cette danse parce qu'en plus quand je faisais 4 heures de danse c'était vraiment tous les soirs, enfin c'était vraiment la folie. Et puis il n'y a pas eu que ça, il y a aussi eu une recherche intellectuelle profonde sur la danse, sur les chorégraphes, sur les mouvements de danse et je suis aussi allée voir beaucoup de spectacles de danse donc c'était vraiment un tout mais c'était beaucoup trop, quitte même à vouloir faire les festivals de danse à la fin de l'année pour aller voir tous les spectacles. Donc là encore il n'y avait pas du tout c'était pas du tout régulé, c'était pas du tout même réalisable parce que j'avais pas le temps, parce que j'avais pas assez d'argent, parce que je pouvais pas faire des allers-retours entre Marseille, Montpellier, Lyon juste parce que je voulais voir tous les spectacles alors que je travaillais à plein temps. Voilà, donc c'était pas très régulé tout ça. Donc cette vidéo, je vais l'arrêter maintenant. J'aurais bien voulu vous parler de ces passions en termes d'intensité, mais là j'ai pas le temps. En tout cas, c'était une première approche sur mes vraies passions en termes de remédiation et d'espace. Voilà, en ces temps un petit peu difficiles, on a besoin de se donner de l'espace, on a besoin de s'exprimer, de se donner une voix et je ne peux que vous conseiller vous aussi de bouger, enfin de faire un peu de sport ou d'écrire ou de vous exprimer à travers la forme artistique qui vous convient pour vous aider à vous sentir mieux. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, ciao ciao!